Je lui ai tendu une pièce de 5 €, non pas par pitié, mais parce que ses mains tremblaient sous la pluie, et que son manteau luisait comme s'il avait été enveloppé d'argent. Il a serré la pièce dans son poing, puis a levé les yeux, sans la gêne habituelle de ceux qui mendient. D'une voix posée, il m'a dit « Madame, il faut que vous sachiez. » Ces mots ont ouvert en moi une brèche que je croyais depuis longtemps scellée. Je m'appelle Claire, j'ai 60 ans. Je vis au-dessus de l'atelier de reliure que j'ai bâti de mes mains il y a 40 ans, à 2 pas des boulevards tachés d'huile par les taxis de passage. Ma vie s'est articulée autour des livres, des feuilles à assembler, des reliures à réparer, des histoires à maintenir en place. Le silence d'un couple sans enfant s'est incrusté dans mon quotidien comme un papier jauni entre 2 pages. Philippe, mon mari, disait souvent que notre vie était une autre forme d'organisation. Nous avions l'atelier, la routine, les clients qui revenaient. Il m'a consolé quand mon corps a refusé l'idée de la maternité. On s'en sortira tous les deux, me répétait-il, avec cette douceur que je prenais pour de l'amour. Et je l'ai cru. Il y a 10 ans, les services sociaux nous ont confié un adolescent de 13 ans, pour un accueil temporaire de longue durée. Il est devenu notre bruit de fond, nos pas dans le couloir, notre dîner à 3, silencieux mais stable. Nous l'avons prénommé Adrien. Je lui ai préparé ses repas, lavé ses habits, dressé la table pour qu'il s'y sente attendu. Peu à peu, j'ai appris à décrypter ses silences, à deviner ses peurs. Jamais je n'aurais imaginé qu'Adrien ne s'appelait pas vraiment Adrien, et que dans ses veines coulait une histoire dont on m'avait tenu à l'équerre. Ce que ce garçon dans le square m'a glissé ce jour-là, ce n'était pas une preuve irréfutable, mais une étincelle dans l'obscurité. Un croquis griffonné, 2 tickets de café, des mots saisis au vol. Il avait espionné des rendez-vous, mémorisé des noms, filmé à distance une scène étrange. Il parle d'assurance, de maison, d'entreprise, m'a-t-il soufflé. J'ai senti mes jambes se dérober. Tout ce que j'avais mis des années à ordonner avec mes cahiers, mes reçus, mon temps, semblait menacé par un piège dont je ne savais rien. Je me souviens précisément de l'instant où Adrien a franchi notre seuil pour la première fois. Maigre, les yeux grands ouverts comme des lucarnes trop propres, une main toujours prête à dissimuler quelque chose. Je l'ai accueilli comme on recueille un animal blessé. Je lui ai offert des livres, des repères, une affection discrète mais constante. Nous lui avons donné un prénom, des papiers, une chambre. Je l'ai aimé sans avoir connu les douleurs de l'accouchement, mais avec toute l'ardeur de mes gestes. Aujourd'hui, il a 23 ans. Et ce garçon n'a jamais été Adrien. Son vrai nom, je l'apprendrai plus tard, est Thomas Velcourt. Un nom qui m'avait été tu pendant 10 ans. Sa mère biologique, Marie Valcourt, n'était qu'une ombre dans des confidences brèves. Philippe, mon époux, semblait tisser les fils d'un plan dont j'étais la dernière à comprendre la trame. Il participait à des réunions, parlait de projets, rentrait tard, et me laissait seul avec la boutique et le silence d'Adrien. Je croyais sa discrétion bienveillante. Mais elle masquait autre chose. Des petites choses ont commencé à trahir leur secret. Un reçu d'hôtel dans une veste, une ligne suspecte sur un relevé, un échange de regards dans une rue. Les mensonges sont souvent plus discrets que les fautes. Ils s'insinuent comme une pluie fine dans les plis du quotidien. Le garçon des rues avait surpris des conversations entre Philippe et Adrien, où il n'était plus question de tendresse, mais d'héritage, d'assurance, de disparition. Quand elle ne fera plus attention, on finalisera les papiers, avait dit une voix. Je ne me suis pas jetée dans une confrontation immédiate. Ma vie de relieuse m'a enseigné la patience. On ne recolle pas un livre à la hâte. Il faut laisser la colle agir. Alors j'ai attendu. J'ai noté, observé, laissé reposer. La colère, si elle est domptée, devient une force. Ce jour-là, tout a commencé par cette pièce de 5 €, brillante dans ma paume comme un talisman. Elle est devenue le symbole de cette vérité minuscule, glissée par hasard, qui allait tout faire vaciller. Avant de clore cette page, permettez-moi de vous poser une question. Vous, à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié la vérité au dîner suivant?
Où auriez-vous attendu, le temps de rassembler les preuves, pour frapper au bon moment? Dites-le-moi. Je lirai vos réponses, car parfois le mot d'un inconnu donne le courage que l'on ne trouve plus seul. La colère, mal dirigée, s'évapore en fumée et ne laisse que des cendres. J'ai choisi de l'apprivoiser, de la garder près de moi jusqu'à ce qu'elle prenne la forme d'un levier. Alors, j'ai fait ce que je savais faire le mieux, plonger dans les papiers. Mon métier m'avait appris à reconnaître le vrai du faux en caressant les angles d'une page, à distinguer une encre ancienne d'une autre encore fraîche. Mes doigts ont retrouvé leurs réflexes. J'ai comparé, recoupé, noté. Sous prétexte d'un bilan personnel, j'ai demandé à Philippe les derniers relevés de la société. Il m'a souri, un sourire teinté de légèreté, et m'a assuré que tout allait bien. Adrien, lui, a levé les yeux comme surpris de ma demande. Il ne se doutait pas que j'écoutais les silences aussi attentivement que les paroles. Des détails ont commencé à apparaître. Des virements libellés comme prestations sans lien avec aucun fournisseur, des remboursements vers des comptes à l'étranger, des factures gonflées pour des travaux fictifs. J'ai tout consigné dans un carnet, soigneusement, sans trembler, ligne par ligne. Un soir, alors que je feuilletais un vieux dossier que je gardais par habitude, j'ai mis la main sur une photocopie d'un acte notarié. Le nom d'Adrien y figurait, mentionné comme bénéficiaire d'une clause obscure. Le papier jauni avait été glissé entre deux pages, dissimulé. Mon cœur a fait un bond, mes doigts ont saisi le téléphone. J'ai contacté Élodie, une amie fidèle qui travaille dans une banque privée. Elle avait partagé mes débuts difficiles, mes retards de paiement, mes cafés tièdes pris dans l'arrière-boutique. Je l'ai retrouvée dans un café près de la gare, le chauffage poussif, les murs gris. Je lui ai tendu la photocopie, sans trop d'espoir, mais avec la volonté d'être sûre. Elle a froncé les sourcils, caressé la feuille du bout des doigts et dit calmement, « Si c'est avéré, ils sont en train de t'écarter discrètement. » Elle m'a expliqué que les virements semblaient alignés avec des retraits personnels, que les dates coïncidaient. Sa voix mêlait la douceur de l'amitié à la rigueur du métier. Elle m'a parlé de transferts qui fragilisent une trésorerie, d'un jeu d'apparence visant à créer une dette artificielle, un prétexte pour vendre ou transférer. Elle a évoqué une clause d'assurance vie, modifiable en cas de décès, d'un notaire peut-être complice, et d'une mécanique froide comme une montre suisse destinée à confisquer un patrimoine. Je suis rentrée droite, comme on traverse un pont sans voir le fond de l'eau. La nuit est tombée doucement, comme un manteau sur mes épaules. J'ai fait des copies, classé des documents, rassemblé des factures. Sans un mot à Philippe ni à Adrien, j'ai pris rendez-vous avec Maître Durand, notaire que je connaissais depuis longtemps. Un homme droit, discret, d'une précision rassurante. Il a lu mes papiers sans commentaire, comme on lit un schéma technique. Il m'a dit que s'il y avait des signatures douteuses, on pouvait parler de faux et usage de faux. Il fallait une expertise en écriture. Et si je craignais une session imminente, il fallait saisir le juge des référés pour geler les comptes, suspendre les actes. Mais les photocopies ne suffiraient pas. Il me conseilla de faire intervenir un huissier, de collecter tout ce qui pouvait être daté, tamponné, authentifié. Sa voix ne tremblait pas. J'ai senti que le droit, lent et rugueux, se mettait en place comme un mur entre moi et le gouffre. Je l'ai remercié. Je suis sorti avec une liste, huissier, expert, avocat, banque. La prochaine étape fut Maître Laurent Dubois, un avocat que j'avais consulté jadis pour une clause contractuelle. Il arriva au rendez-vous avec des dossiers, des cartes, l'allure d'un homme rodé au labyrinthe judiciaire. Après m'avoir écouté, il me dit d'un ton neutre mais ferme, « Ce que vous décrivez est classique. Isolement de la personne, montage d'un avantage apparent au profit d'un tiers, usage de documents falsifiés. Nous procéderons par étapes. D'abord sécuriser les preuves. Ensuite, porter plainte pour faux, usage de faux et escroquerie. Enfin, demander au juge des mesures conservatoires. Ce qu'il fallait, c'était des preuves. Sans elles, ma parole ne serait qu'une voix contre deux autres. Je suis sorti de son cabinet avec un réseau de dates, de noms, d'actions à poser.
La machine était en marche. Mais entre la décision et l'action, il fallait encore tenir le quotidien. Je reprenais les gestes, le café du matin, les phrases anodines à table, les sourires fins. Cette comédie m'autorisait à continuer mes recherches sans éveiller les soupçons. Je laissais traîner un carnet ouvert comme par distraction, pour éviter qu'on fouille mes tiroirs. Les jours suivants furent un balai de rendez-vous et de précautions. J'ai rencontré un huissier dans un café du canal Saint-Martin, là où Sacha m'avait dit que beaucoup s'était joué. J'ai obtenu des relevés bancaires certifiés. Un expert a comparé ma signature à celle utilisée dans l'acte douteux. Chaque étape m'apportait à la fois frayeur et soulagement. L'huissier a enregistré un échange. La banque a confirmé un virement anormal. L'expert graphologue a parlé d'une « similitude forcée ». Cette expression, sobre, m'a transpercé comme une victoire. Mais la justice ne se nourrit pas que de lois, elle est aussi faite d'humains. Et les hommes, parfois, laissent parler leur corps. J'ai appris à lire les gestes. Adrien, croyant ne pas être vu, jetait des papiers à la corbeille. Philippe fuyait mon regard pendant les repas. Leur assurance vacillait. Et cette vacillation, silencieuse, était un aveu. Une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres a marqué un tournant. Pas de nom d'expéditeur, juste mon prénom écrit à la hâte. À l'intérieur, quelques photocopies soigneusement pliées, des échanges de courriels entre Philippe et Adrien, accompagnés d'une note manuscrite où l'on reconnaissait sans peine l'écriture de mon mari. Je me suis assise dans la cuisine, la lumière blafarde tombant sur le carrelage froid, et j'ai lu une phrase après l'autre. Il y était question de rendez-vous chez le notaire, de délais à respecter, de son consentement qu'on obtiendra en douceur. Ce son parlait de moi. Je sentais chaque mot comme une lame fine glissant sous ma peau. Aucune explosion, juste une certitude glacée, j'étais l'obstacle, la formalité à contourner. Je me suis levée lentement, j'ai ouvert la fenêtre, l'air d'automne m'a giflé. Cette enveloppe n'avait rien d'anodin. Quelqu'un voulait que je sache. J'ai repensé au garçon du square, à ses yeux vifs, à la pièce qu'il avait serrée dans sa main. Lui seul pouvait avoir intercepté ou suivi ces échanges. Je n'ai pas cherché à le retrouver. Je me suis contentée de glisser l'enveloppe dans un dossier rouge que je conservais dans une armoire verrouillée. À partir de ce moment, j'ai cessé d'espérer une quelconque explication de Philippe. J'ai observé chaque geste, chaque inflexion de voix, comme on suit une partition avant le dernier acte. Adrien continuait à m'appeler « maman » avec une douceur presque cruelle. Il me remerciait pour les repas, m'embrassait sur la joue comme s'il ne tramait rien. Philippe, lui, multipliait les petites attentions, des fleurs posées sur la table, des compliments sur ma cuisine. C'était trop tard. Ma confiance, patiemment construite, avait cédé. J'ai alors décidé de provoquer une première secousse. J'ai organisé un dîner. Juste nous trois. J'ai préparé un plat que Philippe adorait, une recette que j'avais apprise au tout début de notre mariage. J'ai sorti les verres à pied, les assiettes en porcelaine, comme pour une célébration. Adrien a plaisanté sur l'ambiance de fête. Je les ai regardés tous les deux, un sourire calme aux lèvres. Et j'ai posé la photocopie d'un mail entre les assiettes. Sans un mot. Philippe a pâli. Adrien a cligné des yeux, déstabilisé. Le silence qui a suivi a duré une éternité. Puis Philippe a parlé le premier, avec une assurance forcée. Il a tenté de minimiser, d'évoquer un malentendu, une formulation maladroite. Adrien a joué la surprise, le ton tremblant. Je n'ai pas élevé la voix. Je leur ai simplement dit que je savais. Pas tout, mais assez. Leur réaction, mêlée de nervosité et de colère contenue, a confirmé ce que je soupçonnais, ils avaient avancé trop loin pour reculer facilement. Je n'ai pas cherché à les confondre davantage ce soir-là. Je les ai laissés dans leur trouble. J'ai desservi la table lentement, comme si de rien n'était. Mais dans ma tête, tout s'éclairait. Le lendemain matin, Philippe a quitté la maison plus tôt que d'habitude. Adrien est resté silencieux, évitant mon regard. Le soir,
Une atmosphère lourde envahit les pièces. Je n'étais plus celle qu'on pouvait manipuler. J'ai senti que désormais, chaque minute comptait. Je n'étais plus simplement dans une attente vigilante. J'étais passé à l'action. Les jours suivants, j'ai multiplié les démarches. Banque, notaire, avocat. J'ai scellé mes dossiers, ouvert un compte séparé, changé certaines serrures. J'ai également contacté une amie journaliste, discrète et fiable. Je savais que, dans ce genre d'affaires, la lumière est parfois la meilleure défense. Elle m'a conseillé de tout dater, de tout conserver, de ne jamais affronter sans preuve solide. J'ai suivi son conseil à la lettre. Pendant ce temps, Philippe continuait à agir comme si rien n'avait changé. Adrien aussi. Mais leur conversation devenait plus brève, plus tendue. J'entendais parfois des éclats étouffés derrière une porte. Ils sentaient que quelque chose leur échappait. Et moi, je me redressais chaque jour un peu plus. Un matin, j'ai reçu une convocation en recommandé. L'enveloppe portait l'entête du tribunal. Mes doigts ont légèrement tremblé en l'ouvrant, mais mon esprit, lui, était calme. Philippe et Adrien avaient déposé une requête. Ils demandaient une modification de la répartition des parts de l'entreprise, en invoquant une soi-disant incapacité de ma part à gérer les affaires de façon optimale. Ce mot, incapacité, m'a glacé. C'était donc ainsi qu'ils comptaient procéder. M'écarter légalement, m'effacer sous couvert de rationalité. J'ai relu le document plusieurs fois, chaque phrase pesant plus lourd que la précédente. Ils avaient joint des attestations, des chiffres tronqués, des extraits sortis de leur contexte. Tout était construit pour me faire passer pour une femme fatiguée, dépassée, à laquelle il fallait retirer les responsabilités, dans son intérêt. Je me suis assise à ma table de travail, entourée de mes carnets, et j'ai respiré profondément. Pas de panique. Pas de colère. Juste une détermination froide. J'ai appelé mon avocat. Il m'a reçu dès le lendemain. Son bureau sentait l'encre et la laine humide, la pluie battait contre les vitres. Il a parcouru la requête sans surprise. C'est une manœuvre classique, m'a-t-il dit. Mais ils ont sous-estimé votre capacité de résistance. Nous avons monté ensemble un dossier de réponse, pièce par pièce. J'ai sorti mes registres, mes bilans, mes courriers. Chaque document venait contredire les insinuations de leur requête. Nous avons ajouté des témoignages de clients fidèles, de partenaires, de voisines. Je n'étais pas une vieille femme perdue. J'étais la fondatrice. La mémoire vivante de cet atelier. L'audience fut fixée 3 semaines plus tard. 3 semaines pendant lesquelles j'ai continué à jouer mon rôle. Le matin, j'ouvrais la boutique comme toujours. Je saluais les passants. Je préparais les commandes. Philippe rentrait tard, évitait les discussions trop précises. Adrien passait ses journées à aider, mais je le voyais surtout pianoter sur son téléphone, nerveux. Les nuits étaient longues. Je relisais les courriers, préparais mes réponses. Parfois, je posais ma main sur les reliures que j'avais restaurées il y a 30 ans, comme pour puiser dans leur solidité. Le jour de l'audience, je me suis levée tôt. J'ai enfilé un manteau sobre, attaché mes cheveux, pris mon dossier sous le bras. Dans la salle, Philippe et Adrien étaient assis côte à côte. Ils n'ont pas croisé mon regard. Le juge, une femme au regard ferme, a ouvert la séance. Mon avocat a parlé d'abord. Sa voix était claire, structurée. Il a exposé les incohérences de la requête, montré les chiffres véritables, rappelé mon rôle actif dans l'entreprise. Puis il m'a invité à m'exprimer. Je me suis avancée lentement. Mon cœur battait fort, mais ma voix, elle, était posée. J'ai raconté l'histoire de l'atelier. Le travail de mes mains. Les années passées à bâtir une réputation. J'ai parlé sans pathos, mais avec précision. Les regards dans la salle se sont adoucis au fur et à mesure. Le juge m'écoutait attentivement. Quand Philippe a pris la parole, il a tenté de garder une assurance tranquille. Mais ses mots sonnaient creux. Il parlait d'efficacité, d'avenir, de stratégie. Pas une seule fois, il n'a évoqué mon nom autrement que comme la gérante historique.
Adrien a bafouillé lorsqu'on lui a posé une question directe sur les virements suspects. Son regard fuyait. À la fin de l'audience, la juge a dit d'une voix nette « Je rendrai ma décision sous quinzaine ». Nous sommes sortis sans nous adresser un mot. Le ciel était gris, lourd. Je marchais lentement vers le métro. Ce n'était pas encore une victoire, mais je savais qu'ils avaient été ébranlés. Cette bataille ne se jouerait pas seulement dans une salle d'audience. Elle se jouait aussi dans le regard de ceux qui me croisaient désormais autrement. Je n'étais plus la femme docile qu'ils croyaient. J'étais celle qui sait. 2 jours plus tard, un notaire m'a appelé à l'improviste. Sa voix était tendue, presque gênée. Il voulait me voir rapidement, disait-il, au sujet d'un document me concernant directement. Je me suis rendu à son étude le jour même, les doigts crispés sur la lanière de mon sac. Là, dans un bureau trop bien rangé, il m'a tendu une copie d'acte qu'il venait tout juste de recevoir à contretemps d'une procédure. Un acte signé en mon nom. Une procuration, le genre de document qu'on ne peut pas confondre avec une simple autorisation. Et cette signature, elle ressemblait à la mienne, mais l'œil entraîné n'y voyait qu'un simulacre. Maître Durand l'a aussitôt comparé avec d'anciens contrats que j'avais signés chez lui. « Madame, dit-il, je peux sans me tromper vous confirmer qu'il y ait contrefaçon manifeste. » Le choc n'a pas été brutal. Il a été dense, profond, comme si mes os s'étaient resserrés. J'ai baissé les yeux sur le papier et j'ai murmuré « Ils sont allés jusque-là. » Il hocha la tête, puis ajouta « Il faut agir maintenant. » Sans délai. Ce soir-là, j'ai pris un bain long et silencieux. L'eau tiède n'effaçait rien, mais elle me laissait réfléchir. Je ne voulais pas simplement riposter. Je voulais reconstruire quelque chose de solide sur les ruines qu'ils avaient semées. J'ai rappelé Élodie. Je lui ai parlé du faux, des papiers, de l'étude. Elle m'écouta sans m'interrompre, puis déclara calmement « On entre dans la zone sérieuse, Claire. Tu dois tenir le cap. » Elle m'a accompagnée à la banque le lendemain. Nous avons gelé mes comptes personnels, placé l'entreprise sous alerte de surveillance, et déposé un signalement en interne. Le banquier, un homme d'apparence tranquille, avait les traits figés d'un gestionnaire qui sentait le vent tourner. Je pouvais voir l'inquiétude dans les chiffres qu'il n'osait plus nier. Les comptes liés à Adrien, les mouvements récents, les retraits justifiés par des prestations non vérifiables. Tout formait un réseau opaque, une toile tissée derrière mon dos. Élodie enchaîna avec des demandes de rapports détaillés, des historiques complets. J'ai vu dans son calme une forme de colère précise, celle des femmes qui savent que le temps est leur allié. Une semaine plus tard, un huissier entra dans la boutique. Il venait pour saisir certaines pièces de gestion dans le cadre d'une perquisition. Je savais que ce moment viendrait. Je l'ai accueilli avec politesse, lui ai montré les dossiers. Il a ouvert des tiroirs, photographié des documents, posé des scellés. Quand il a tendu son registre à signer, j'ai apposé ma vraie signature, lente, solide. Elle contrastait cruellement avec celle qu'on avait osé imiter. Cette écriture-là, dis-je, c'est la mienne. Il acquiesça sans répondre. Le soir, j'ai retrouvé Sacha à l'atelier. Il classait des chutes de cuir avec sérieux, concentré comme un enfant qui veut bien faire. Je me suis assise près de lui. Il m'a tendu une serviette pliée en 4. À l'intérieur, griffonnée à l'encre bleue, une liste. Des horaires, des lieux, des noms. Un café, une date, des initiales. Je les ai entendus parler. Pas tout, mais j'ai noté. Je les regardais longuement. Ce garçon, venu de nulle part, qui avait tendu la première ficelle du tissu qu'on m'avait volé. Je lui ai dit merci. Pas pour les preuves. Pour la loyauté. Les jours suivants furent un enchaînement de rendez-vous, de signatures et de déclarations sous serment. Mon avocat a déposé plainte officiellement pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et abus de faiblesse. Le ton n'était plus à la conciliation. Il s'agissait désormais de défendre ce que j'avais construit, pierre par pierre, contre ceux qui avaient prétendu m'aimer. Une ordonnance de protection a été demandée auprès du juge des référés.
Elle visait à interdire toute opération bancaire ou notariale touchant à mes biens, sans mon autorisation directe et physique. La juge a estimé qu'il existait un faisceau d'indices suffisamment solide. Une première victoire. Philippe a reçu l'injonction en main propre, dans notre salon, alors qu'il s'apprêtait à sortir. Je me souviens de sa stupeur, de la lenteur avec laquelle il a déplié la lettre. Il m'a regardé, et pour la première fois depuis des mois, il n'a rien dit. Adrien, lui, est monté dans sa chambre, claquant la porte derrière lui. Ce soir-là, j'ai dîné seul. Le silence avait changé de forme. Il n'était plus pesant. Il était libérateur. J'ai mis de la musique, doucement, une vieille cassette de Barbara retrouvée dans un tiroir. La voix un peu granuleuse remplissait la pièce comme un baume. Je n'avais plus besoin de faire semblant. À l'atelier, j'ai renforcé les fondations. J'ai nommé Sacha assistant officiel. Je lui ai confié des responsabilités. Il s'est montré d'une rigueur et d'une loyauté à toute épreuve. Les clients ont continué à venir. Certains savaient vaguement, d'autres ignoraient tout, mais beaucoup me prenaient la main en sortant, sans rien dire. Cela valait tous les discours. Un matin, Adrien est parti. Sans prévenir. Sa chambre était vide, son lit refait, presque avec soin. Sur le bureau, une feuille blanche, je n'étais pas prêt à être votre fils. Pas de signature. Juste ces mots. Je l'ai relu plusieurs fois. Pas de colère, pas de regret non plus. Juste cette impression étrange de fin de chapitre. Philippe, lui, restait. Mais nous ne vivions plus ensemble. Nous partagions le même toit comme deux étrangers qui attendent un verdict. Il ne me demandait plus rien. Je ne lui répondais plus. Nous étions devenus deux versions d'une histoire qui n'avait plus besoin de dialogue. Le jour de l'audience pénale, je suis entré dans la salle comme on entre dans une pièce que l'on connaît déjà. Pas de peur, juste la volonté de mettre un point final. Le procureur a parlé. Mon avocat a déroulé les faits, avec une rigueur chirurgicale. Philippe s'est défendu mollement, évitant les yeux du juge. Il a tenté de se défausser sur Adrien. Mais les courriels, les actes, les signatures, tout menait à lui. Quand le verdict est tombé, j'ai fermé les yeux. Le tribunal reconnaissait l'usage de faux et la tentative d'escroquerie. Philippe écopait d'une peine avec sursis, l'interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans et l'obligation de me verser des dommages. Ce n'était pas une revanche. C'était une restauration. Je suis sorti du palais de justice sous un ciel lavé par la pluie. Le vent m'a traversé, vivifiant. J'ai senti quelque chose se remettre à sa place. Plus tard, dans la boutique, en rangeant de vieux papiers, j'ai retrouvé une photo. Philippe et moi, au tout début. Jeune, souriante, confiante. J'ai regardé ce visage sans rancune. Elle ne savait pas. Mais moi, je sais maintenant. Et je n'ai plus besoin de fermer les yeux. Quelques semaines après la fin du procès, Philippe a quitté la maison. Sans bruit, sans lettre, sans regard en arrière. Ses affaires avaient disparu un matin comme si elles n'avaient jamais existé. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement refermé la porte et changé la serrure. Le vide qu'il laissait n'avait rien de douloureux. C'était un silence neuf, un espace que je pouvais enfin habiter sans peur d'être effacé. L'atelier, lui, respirait mieux. Les outils brillaient, les commandes reprenaient leur rythme. Sacha m'a proposé de refaire la devanture. Nous avons choisi ensemble une teinte chaude, un bois naturel, une enseigne plus simple. Claire & Fils, reliure artisanale. Il m'a regardé en coin quand il a suggéré le nom. J'ai souri. Ce fils n'était pas une référence à Adrien. C'était un clin d'œil au lien nouveau, plus vrai que le sang. Les clients ont commencé à venir plus nombreux. Peut-être que le bouche à oreille avait tourné. Peut-être qu'il sentait que derrière les pages cousues se racontait une autre histoire. Une histoire de courage discret. Je me suis surprise à rire à nouveau, à boire du vin en fin de journée, à écouter les histoires de quartier avec attention. Un soir, Sacha m'a demandé « Vous pensez qu'il reviendrait, Adrien ?» Je l'ai regardé longuement.
Peut-être. Ou peut-être pas. Mais je savais que s'il revenait, il ne trouverait plus la même femme. Il trouverait une femme debout, reconstruite, en paix. Et peut-être que ça lui ferait du bien, ou peut-être que ça le dérangerait. Mais ce ne serait plus mon problème. J'ai repris l'écriture dans mes carnets, notant chaque jour une pensée, une image, une rencontre. Comme pour relier ce que j'étais à ce que je devenais. Parfois, en fin d'après-midi, je m'assois devant l'atelier, un thé tiède entre les mains, et je regarde les gens passer. Il y a des enfants qui courent, des amoureux qui se chamaillent, des personnes âgées qui s'aident à traverser. Et moi, au milieu de tout ça, je respire. J'ai survécu à la trahison la plus intime. J'ai transformé la peur en structure, la douleur en mouvement. Ce n'est pas une victoire éclatante. C'est une continuité. Une ligne droite entre le chaos et la lumière. Et si vous me demandez aujourd'hui si je referais tout ça, je vous répondrai non. Mais je referai tout ce que j'ai fait depuis que j'ai su. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à exister vraiment.